Bonjour, merci beaucoup d'être restés. Nous allons passer à la partie expérience des chercheurs. Nous avons 4 chercheurs qui vont nous présenter leurs expériences et les enjeux qu'ils ont eus avec le financement en Open Access, la publication en Open Access en général, les instruments du Fonds national. Nous avons aujourd'hui avec nous professeur Anne Bielman de la faculté de lettres, professeur Pierre-Yves Brand de la faculté de théologie, sciences et religions, Dr Andrea Pilotti de la faculté de sciences sociales et politiques et professeur Rera de la faculté de géosciences et de l'environnement. Donc je vais peut-être donner la parole tout au début. Il y a 2 interventions qui auront quelques slides et puis le reste, il n'y en aura pas. Donc on commence avec Madame Bielman. Bien, bonjour mesdames et messieurs. Donc, je vais vous présenter ici rapidement une expérience concrète qui est en lien avec un livre publié chez un éditeur anglo-saxon, Routledge. Ce livre était lié à un colloque qui a eu lieu en novembre 2017, qui était lui-même rattaché à un projet FNS que je dirige pour la période, pour la période 2016-2019. Donc, ce projet FNS, vu le moment où il a commencé, a débuté avant la parution des directives du FNS sur l'Open Access, ce qui fait que j'étais libre de publier ou non en Open Access. Et j'avais pris des contacts avec Routledge dès le premier semestre de 2017 en prévision d'une publication papier. Et puis, après la parution de directives FNS, j'ai recontacté Routledge pour savoir s'il était envisageable que je transforme mon contrat pour passer d'une édition papier à une édition numérique en Open Access. Et Routledge a accepté, m'a envoyé une deuxième proposition de contrat, ce qui fait que j'ai eu la chance de pouvoir comparer 2 contrats sur le même objet. Donc, je vous propose de faire rapidement cet exercice de comparaison et vous verrez sur les dias suivantes que ce qui a un fond jaune correspond à la version numérique Golden Road et ce qui a un fond vert correspond à la version papier Green Road. Et j'ai retenu 3 critères. Le premier est celui des procédures de soumission du manuscrit. Donc, le FNS veut un peer review du manuscrit final, rédigé. Routledge, en revanche, ne veut pas faire un peer review du manuscrit final rédigé, veut uniquement faire un peer review soit du manuscrit résumé, soit ce qu'il préfère, un book proposal, donc un projet de livre qui doit être soumis en principe bien avant le début de la rédaction du manuscrit. Bien avant, ça veut dire entre 1 année et 6 mois avant le début de la rédaction du manuscrit. C'est donc ce que j'avais fait en prévision de l'édition papier. Deuxième critère que j'ai choisi pour la comparaison, c'est la durée entre le point de départ scientifique, c'est-à-dire le colloque de novembre 2017, et la publication des résultats. D'abord, publication des résultats sans tenir compte du type de publication. Et ce qu'on constate, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a une différence assez impressionnante entre la variante numérique, 35 mois, et la variante papier, 17 mois seulement. Pourquoi une telle différence? Ça tient justement à l'exigence du FNS de faire un peer review sur le manuscrit final, puisque le projet de manuscrit ne peut pas être introduit dans l'agenda de l'éditeur avant l'accord du FNS. Et si vous avez la malchance, entre guillemets, de tomber sur un éditeur chargé, eh bien, le délai entre le point de départ scientifique et la publication est très long. En l'occurrence, chez Routledge, le délai est au minimum 1 an. En revanche, pour la variante papier, eh bien, le délai est très raccourci puisque le contrat, l'introduction dans l'agenda de l'éditeur sont faits bien en amont de la rédaction du manuscrit. Donc, dès que le manuscrit est prêt, la mise en chantier du livre peut commencer. Deuxième comparaison de durée, c'est le point de départ scientifique, toujours le colloque de novembre 2017, et puis la publication en Open Access. Et là, vous voyez que les 2 variantes reviennent plus ou moins au même. On a 35 mois toujours pour la variante numérique, et puis 36 mois pour la variante papier, puisqu'au fond, le papier prend du retard à cause de la période d'embargo qui sépare la publication, la sortie de la publication papier de la mise en open access d'éléments de cette même publication papier. Le délai d'embargo chez Routledge est de 18 mois.
On m'a dit qu'il était possible de négocier un délai d'embargo à 12 mois. J'y suis pas parvenue. Il y a peut-être des meilleurs négociateurs que moi. Troisième élément de comparaison, c'est les modalités de la diffusion électronique. Et donc là, chez Routledge, Routledge garantit la mise en open access immédiate, sitôt la fabrication du livre terminée, et ils vendent en parallèle des exemplaires papier. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que l'auteur va en effet évidemment recevoir un PDF du volume complet, mais il n'a pas le droit de l'utiliser pour le déposer soit sur sa page Academia, soit sur un serveur institutionnel du type Serval. Seul l'éditeur peut choisir la plateforme d'open access et décider à tout moment de changer ou non de plateforme d'open access. Pour la variante papier, là, il y a un problème très important à signaler, c'est que même après la période d'embargo, l'auteur du livre n'a jamais le droit de déposer le manuscrit, enfin le livre au complet, sur n'importe quelle plateforme en open access. S'il s'agit d'une monographie avec un seul auteur, l'auteur a le droit de déposer un chapitre en open access. Et s'il s'agit d'un ouvrage collectif, comme ce sera le cas pour le bouquin en question, chaque auteur a le droit de déposer sur sa page Academia son propre chapitre, mais moi, en tant que directrice générale, je n'ai pas le droit de déposer l'ensemble du volume sur ma page Academia, par exemple. Donc, au fond, il n'y aura jamais de variante open access complète d'un volume édité en variante papier chez Routledge. Donc, si on résume les points problématiques, j'en vois deux principalement, un pour chaque variante. Pour la variante numérique, ce qui me semble poser un problème, c'est l'exigence posée par le FNS de peer review du manuscrit complet, final. D'une part parce que ça allonge le temps entre le point de départ scientifique et la publication en numérique des résultats. D'autre part parce qu'on est obligé de rédiger le manuscrit sans savoir qui sera l'éditeur final, donc sans norme éditoriale définie, et à la limite, ce qui peut poser un problème, en tout cas en lettres, sans connaître la langue définitive. J'avais par exemple un volume multilingue, Routledge refuse les volumes multilingues. Si je n'avais pas imaginé dès le départ que Routledge accepterait le projet, j'aurais présenté un manuscrit multilingue que j'aurais dû traduire dans une deuxième étape, ce qui aurait encore rallongé évidemment le délai entre le colloque et la publication. Et puis, il me semble qu'il y a un troisième problème, c'est qu'il pourrait y avoir une triangulation délicate entre le FNS et l'éditeur et l'auteur, si le FNS, à moins que, mais ça je n'ai pas très bien compris dans les directives du FNS, donc je serais contente d'avoir un éclaircissement à ce sujet, à moins que le FNS accepte automatiquement le peer review de l'éditeur. Mais il m'a semblé comprendre dans les directives du FNS que le FNS révisait le peer review de l'éditeur. Donc s'il y a effectivement un double peer review, alors là, il me semble que l'auteur pourrait être pris entre deux feux et dans une position assez inconfortable. Et puis pour la variante papier chez Routledge, le problème, c'est évidemment l'interdiction définitive en tout temps de mettre le PDF complet du volume sur un serveur académique ou sur la page Academia, par exemple. Alors, dernier point, vous vous demandez peut-être ce que j'ai choisi entre les deux contrats, mais en fait, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû rester à la variante papier, puisque Routledge refusait de refaire un peer review complet du manuscrit final. J'étais obligée de rester à la variante papier parce que je ne voulais pas prendre le risque, 1, de me fâcher avec Routledge, qui est quand même un éditeur prestigieux, 2, de casser mon contrat chez Routledge, de devoir rechercher un éditeur avec tous les problèmes de mise en forme de nouvelles normes éditoriales et d'éventuels problèmes de langue. Donc, j'aurai finalement un volume publication papier et ce volume ne sera jamais en version complète en open access. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On donne la parole maintenant à M. Brun, et qui va nous présenter ses expériences, je pense notamment lors de la publication d'un livre très récemment avec le Fonds national. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. En fait, je vais vous présenter 3 expériences, dont 2 ont à faire avec le même projet de recherche. Alors, 2 expériences antérieures
à la publication d'un livre que je suis en train de mener. L'une dans un projet qui s'appelle Drawings of God, Multicultural and Interdisciplinary Approach of Children's Representation of Supernatural Agents. Bon, c'est des représentations de Dieu dans des dessins d'enfants. Là, c'est un article et puis une conférence scientifique. Alors, d'abord, ça, c'est le projet. C'est pour vous donner une idée, au fond, de la provenance des dessins qui appartiennent à cette recherche et donc des collaborateurs qui font partie. Et on avait souhaité, à un certain moment, au début du projet, qui est financé par le Fonds national depuis 2015, mettre dans une revue une présentation de la base de données pour intéresser d'autres chercheurs à y contribuer. Vous voyez qu'il y a, entre autres, un chercheur qui vient d'Iran. Et donc, au moment où on avait fait cette publication, dans un journal qui n'est pas open access, l'un des co-auteurs iraniens a fait remarquer qu'il aurait beaucoup de peine à disséminer cette publication dans son pays parce que beaucoup d'universités n'étaient pas abonnées à cette revue. Et donc, il a souhaité qu'on puisse faire passer l'article en open access. Et donc, ici, c'est l'université qui a payé. Et donc, je me suis posé la question, après coup, si j'avais su d'avance que des chercheurs du groupe avaient voulu publier en open access, au fond, qu'est-ce qu'il y aurait eu comme autre solution? Donc, bon, ça c'est la première chose. Je voulais insister là-dessus sur le fait que pour moi, l'open access, il est très utile dans un projet comme le mien, parce que j'ai des gens qui viennent de disciplines très différentes, de des pays très différents, et qui ont peu de chance d'être tous dans des institutions qui sont abonnées aux mêmes packages de publication en ligne, et donc qui n'ont pas forcément les moyens de se payer l'accès. Et donc, je pense que là, il y a vraiment un grand avantage à travailler en open access. La deuxième chose, c'est une conférence scientifique qui a reçu un financement du Fonds national. Et donc, là, j'ai choisi à ce moment-là, parce que ma réflexion sur l'open access avait un peu avancé, je me suis dit un colloque. Alors j'avais l'habitude de publier chez Laborifides, les colloques que j'organisais. Laborifides m'a dit les colloques, ça ne nous intéresse plus. On s'est adressé à un autre éditeur de Suisse romande qui nous a articulé un montant qui était au-delà de ce que nous pouvions nous permettre, c'est-à-dire 10 000 francs. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a un moyen de faire autrement? On est allé chercher du côté de l'open access et j'ai trouvé ici les éditions des archives contemporaines qui, pour moins de 2 000 € nous ont publié un livre en open access et sous format papier. Il est accessible, il est mal diffusé parce que ce n'est pas sa tasse de thé de diffuser, mais enfin, finalement, si on veut l'obtenir dans le commerce, on peut l'obtenir. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme avantage ici? C'est effectivement les coûts modestes, une certaine flexibilité dans le format. Il y a deux formats possibles, ça c'est le petit, il y en a un plus grand si vous avez des tableaux et des images. Puis donc une édition papier en parallèle. Alors les inconvénients, je vous le dis, c'est une distribution peu active. Et puis, c'est moi qui me suis occupé en latex de saisir... alors on peut faire ça par tous les auteurs, mais je me suis dit que si je commençais à laisser n'importe qui aller bricoler du latex, on aurait plus de problèmes qu'autre chose. Donc, j'ai préféré faire des PDF à chaque fois, les soumettre aux gens, ils m'ont envoyé et puis j'ai fait le travail. Bon. Voilà, donc ça fonctionne bien. Et puis, alors, je vais surtout vous parler de la publication en cours. Donc, c'est une recherche qui est financée depuis 2015 et qui va se terminer en février 2019, avec la publication d'un livre qui a été préparé par un workshop qui a eu lieu en mai dernier. Ça, c'est le workshop qui a eu lieu pour préparer la publication. Et puis donc, l'idée, c'était de chercher un éditeur. Alors, on a trouvé Springer. Pourquoi j'ai choisi l'open access? Parce que je savais que c'était la politique qui était promue par le Fonds national et je me suis dit autant la tester pour une prochaine demande Fonds national pour que je vois comment ça fonctionne. Et puis aussi parce qu'on a des gens de nouveau qui viennent de différents pays et que je pensais que c'était important de pouvoir rendre accessibles les textes très facilement. Alors, la procédure de choix de l'éditeur. J'ai contacté 4 éditeurs. Je ne les ai pas mentionnés ici parce que je me suis dit, suivant où vont se promener les PDF, mais je vous l'ai dit par oral.
Donc, j'avais choisi Cambridge University Press parce que j'ai été une année à Cambridge, je suis rattaché à un collège là-bas, puis je me suis dit, c'est peut-être une manière d'activer ce lien. Ils n'ont pas été très intéressés. Et puis finalement, j'ai aussi eu l'impression que l'open access n'était pas leur première priorité. J'ai contacté Sage parce que je fais partie d'une association internationale qui a sa revue publiée chez Sage. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés, qu'ils allaient transmettre le dossier. Ils ne m'ont plus jamais recontacté. Et puis comme j'ai trouvé Springer entre-temps, je n'ai pas poursuivi, mais sinon j'aurais peut-être fait. Et puis j'avais contacté aussi les éditions des archives contemporaines où j'avais déjà une expérience. Et les deux m'ont fait une offre, Springer et les éditions des archives contemporaines. Alors, les éditions des archives contemporaines, c'est quand même principalement en français. Je me suis dit que Springer était plus accessible pour une publication en anglais. Springer a aussi l'habitude de collaborer avec le Fonds national. Et puis, il y avait dans les deux offres une édition papier en parallèle. Alors, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées jusqu'à présent? Alors, c'est très très bien, Springer, quand vous allez sur leur site, ils vous disent qu'ils font de l'open access, etc. Mais alors, c'est un labyrinthe terrible jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne personne. Parce que ce qu'ils vous disent, c'est qu'il faut trouver la collection. Parce que tant que vous n'avez pas la collection dans laquelle vous voulez publier, vous n'avez pas une personne de référence. Mais ils ont des collections à tire-larigot et il faut prendre beaucoup de temps. Ça nous a pris, je crois, à peu près 2 jours avec ma collaboratrice pour savoir quelle de ces collections était encore vivante. Parce que si vous avez une collection qui a plus de titres depuis 10 ans, vous vous dites que ce n'est pas forcément très, très intéressant de publier là-bas. Donc voilà, finalement on a trouvé une collection qui nous semblait tout à fait correspondre à ce qu'on veut faire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a pu obtenir, on a signé un contrat maintenant. Mais alors, effectivement, je fais suite à ce que dit Anne par rapport à la difficulté de se repérer dans les étapes à suivre, parce que, pardon, je vais revenir en arrière. Springer, lui, il fait un peer review de l'ensemble du livre, parce qu'il s'est déjà préparé à travailler avec le Fonds national. Donc, il assure que c'est lui qui va faire ça. Par contre, lui, ce qu'il exige avant, c'est un peer review de chaque chapitre, pas un peer review du projet de livre, parce que ça, le projet de livre, on le leur a déjà envoyé puisqu'on a signé le contrat. Mais ils voudront un peer review de chaque chapitre. Donc moi, je vais devoir m'organiser un peer review interne qui les convainc pour chaque chapitre. Il y en a 17. Et puis une fois qu'on aura fait ça, ils prendront le manuscrit et puis eux-mêmes, ils feront un peer review de l'ensemble du livre pour le Fonds national. Donc c'est assez coûteux, si vous voulez, en termes de procédure. Voilà. Et puis, pour l'obtention du contrat, donc, on a passé à peu près 3 mois et demi à regarder au moins 3 variantes différentes du contrat, parce qu'ils nous ont dit que oui, il n'y a pas de problème, on vous fait un contrat open access. Mais le premier contrat qu'ils nous avaient fait, ce n'était pas un contrat open access, c'était un contrat pour un livre, comme d'habitude, publié sous forme papier. Et puis, parce qu'ils n'avaient pas encore l'habitude, à mon avis, d'avoir des contrats spécifiquement pour l'open access. Donc, quand on leur a dit, mais c'était un open access qu'on voulait dire, oui, mais il n'y a pas de problème, vous signez celui-là, et puis au moment où vous voudrez passer en open access, on le transforme. Alors, comme le coût de l'open access n'était pas dans le contrat, mais au contraire qui nous donnait 2 500 € pour le travail, etc., j'ai résisté. Puis j'ai dit que je voulais un contrat open access. Donc finalement, ils m'ont fait un contrat open access dans lequel est mentionné le montant de ce qu'ils demanderont, comment ça sera ajusté, s'il y a plus ou moins de pages, plus ou moins d'illustrations, enfin voilà, un certain nombre de choses. Mais voilà, c'est pour vous dire que les choses sont en train de bouger, mais il faut aussi faire bouger les éditeurs. Il y en a qui sont plus ou moins intéressés à le faire, d'autres plus ou moins pas, et que comme chercheur, je trouve qu'on n'est pas toujours... enfin, j'ai l'impression, je vais dire les choses très directement, c'est nos expériences qui servent à informer l'université de comment on fait, plutôt que d'avoir une université qui a 2 temps d'avance pour nous aider. Et je trouve que ça serait bien pratique d'avoir quelqu'un qui, au fond, coordonne un peu tout ça pour l'ensemble. Merci de votre attention. Merci.
Merci beaucoup. Maintenant, c'est le tour à Monsieur Pilotti de la Faculté de Sciences sociales et politiques. Alors, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Crespo et Monsieur Bornet pour cette invitation. J'ai le plaisir, enfin, j'espère en tout cas que ce sera donc, pour vous aussi d'écouter mon expérience on va dire, de jeune docteur. Donc, c'est un parcours évidemment qui diverge des expériences qui ont été mentionnées jusqu'à maintenant. Juste pour faire un petit peu une petite chronologie de mon parcours, j'ai achevé ma thèse de doctorat en sciences politiques en novembre 2012 et le processus de publication, donc ça, pour arriver au produit final, ça m'a pris 4 ans. Donc je vais aussi expliquer les raisons qui expliquent autant, donc pourquoi ça m'a pris autant de temps. Disons, lorsque j'ai donc démarré mon processus de publication de la thèse, c'était en avril 2013, j'ai contacté l'éditeur Seismo, un éditeur qui publie à la fois en allemand et en français, basé donc à Zurich et à Genève, sur conseil aussi de mes anciens co-directeurs de thèse qui avaient déjà eu une expérience positive. Évidemment, en avril 2013, c'était une époque où on ne parlait pas encore de open access, donc j'ai commencé le parcours old school, si vous voulez, de publication de jeunes docteurs, avec toutes les attentes, tous les espoirs de pouvoir le faire de manière assez rapide. Alors, j'ai pris il y a eu une première prise de contact, en intérêt de la part de l'éditeur, et voici donc un premier élément qui explique aussi ce retard, c'est que j'ai eu aussi en même temps la chance de tout de suite commencer un travail qui m'occupe encore aujourd'hui comme responsable de recherche entre 80 et 100%. Donc, au final, je me suis imposé de remanier un petit peu mon manuscrit dans mon temps libre. Et au final, ça m'a pris, donc on arrive en 2014, j'ai pu soumettre le manuscrit à l'éditeur qui l'a envoyé pour une peer review. Donc déjà, Seismo était quand même, on était encore en une phase de transition, mais il était déjà sensible à l'idée que le Fonds national allait quand même demander ou que ça allait faciliter l'obtention d'un financement avec aussi un peer review anonyme, évidemment, qui a pris un certain temps, évidemment, en fonction aussi des engagements de la personne ou de la personne qui avait été sollicitée. On arrive donc en fin 2014 où la peer review nous m'est parvenue et on commence donc, c'est seulement à ce moment-là où on commence donc à rechercher l'argent. Donc l'éditeur me dit, OK, on a le feu vert aussi de la peer review, donc on a de la qualité qui est confirmée aussi par une évaluation externe. Et j'entame donc mes recherches donc, de financement avec le Fonds national et avec aussi donc, d'autres fonds, notamment la Bibliothèque du Parlement à Berne, avec aussi la Société académique vaudoise. Et là aussi, comme je pense plusieurs parmi vous l'ont déjà expérimenté, ces demandes prennent toujours du temps parce que les réponses ne tombent pas forcément de manière extrêmement rapide. Et donc, on a encore en 2015, c'était toujours, donc on ne parlait pas toujours de open access. Donc, et j'avoue que je commençais même un petit peu à craindre que la sortie de ma thèse, que cette publication n'aurait jamais eu lieu. Sauf qu'en 2016, et c'est ça un petit peu le hasard, donc le processus de publication, ça a pris 4 ans, mais c'est au final dans les 6 derniers mois où j'étais concerné par le projet donc, Open Access. L'éditeur me recontacte pour me relancer et pour me proposer d'inclure mon livre dans le projet pilote, le deuxième volet du projet pilote Open Access du Fonds national. Et c'est là où, je dois avouer, donc, ça a permis de quand même accélérer la procédure, parce qu'il y a effectivement le Fonds national, donc l'éditeur qui a proposé mon livre et un deuxième livre, comme convenu dans le projet pilote. Et il y a eu aussi du retard parce que le deuxième livre n'a pas été soumis à peer review. Donc mon bouquin était bloqué en attente de l'autre évaluation. Ça a pris encore du temps. Et au final, on est arrivé en décembre 2016 où mon livre a été publié. Et en plus, j'ai eu la chance parce que moi, je l'ai perçu de cette manière-là. Et je vais aussi l'expliquer dans les points positifs que j'en tire de cette expérience. C'est que mon livre a été choisi de manière aléatoire pour être donc, tout de suite donc, publié en version papier et en version numérique
tout de suite disponible. Et là, j'en arrive donc à mon expérience après la publication, une expérience jusqu'à maintenant, c'est une modeste expérience la mienne, mais qui me paraît très positive. Premièrement, et comme j'ai eu l'occasion de le mentionner dans le sondage du Fonds national pour la rédaction du rapport final sur le projet Open Access, j'ai tout de suite constaté la possibilité de faire connaître ma recherche, d'ailleurs je n'ai pas précisé, qui porte sur le Parlement fédéral, donc le Parlement suisse, dans une perspective un petit peu historique et aussi politologique, le rôle du Parlement en Suisse et le profil de ses membres au cours du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une recherche qui a quand même pu être connue par un réseau bien plus large de mon réseau habituel. Ça, je l'ai déjà par des collègues qui travaillent sur ces questions-là. Évidemment, le fait que ce soit en français, ça pouvait faire croire que ça pouvait un petit peu freiner cette diffusion, mais à ma grande surprise, ça n'a pas été forcément le cas. Donc, j'ai eu quand même des retours de collègues que je ne connaissais pas, donc des collègues étrangers. C'est le premier point. Donc, ça m'a permis d'accroître, je ne dis pas de manière incroyable, mais en tout cas par rapport à mon expérience passée, d'accroître ma visibilité. Et deuxième point, c'est aussi un élément qui me tient à cœur, de renforcer ce lien entre la science et la cité. Je m'explique. Donc, j'ai été contacté aussi par plusieurs journalistes qui ont été intéressés par le sujet. C'était aussi une période d'élection fédérale. D'ailleurs, j'avais aussi actualisé mes données par rapport à la thèse. Donc, c'est aussi un élément qui m'a fait un petit peu retarder dans la publication. Mais c'était un choix de ma part pour rendre encore plus accessibles les données et pour les rendre aussi plus intéressantes. Et j'ai eu un très bon retour de la part de journalistes et là c'est aussi un élément intéressant qui se relie par rapport à ce qui était mentionné par M. Corta notamment, et c'est que la version numérique, donc certes ça a permis à ces journalistes d'entrer en contact avec ma recherche tout de suite, mais donc déjà de me solliciter pour des interviews. Mais en même temps, les mêmes journalistes m'ont tous confirmé qu'ils étaient en même temps intéressés et ils l'ont fait à acheter une version papier. Donc, c'est quelque part, la version numérique a rendu service à la version papier dans le sens que les journalistes ont pu déjà prendre un petit peu connaissance du volume et ensuite se dire ça nous intéresse d'en savoir plus. Et ils ont acheté la version papier. Et deuxième élément, donc, ça m'a permis aussi de diffuser, mais d'avoir aussi un certain écho dans les médias, en plus en Suisse romande et en Suisse alémanique et au Tessin. Et deuxièmement, ça m'a permis aussi de renforcer des liens qui étaient beaucoup moins développés avec notamment les personnes directement intéressées, donc les professionnels, je pense, au service du Parlement. C'est depuis la sortie de mon bouquin, notamment, que j'ai pu développer avec les services du Parlement à Berne une série de collaborations qui ont permis d'accroître la visibilité de mes recherches, mais aussi de mes collègues avec lesquels j'ai pu travailler. Donc, c'est les collègues de l'Observatoire des élites suisses, dans le cadre duquel ont été collectées ces données. Et ça, c'est un élément qui me tient particulièrement à cœur, de pouvoir renforcer ce lien, cette légitimité et de, quelque part, rendre un petit peu aussi à la cité certaines de nos connaissances. Merci. Merci beaucoup. Et on va finir avec M. Rera de la Faculté de Géosciences et l'Environnement. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Dans mon intervention, j'ai un petit peu trois casquettes. La première, comme chacun d'entre vous, c'est d'être chercheur en sciences sociales. Pour ce qui me concerne, c'est la question des mobilités, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Donc, en tant que chercheur, bien sûr, en tant qu'auteur potentiel. Deuxième casquette, qui est également partagée par un certain nombre d'entre vous, c'est celle d'être directeur de thèse de doctorat, d'encadrer des jeunes chercheurs. Et je pense que la question de l'open access, notamment pour ce qui est des revues, est une question importante.
Et puis la troisième casquette, c'est celle de responsable d'une part d'une collection qui s'appelle Espace Mobilité Société, donc une collection qui existe depuis 2010, qui est publiée auprès des éditions Alphil. Et les numéros 7, 8 et 9 sont sur le point de partir à l'impression. Et puis également responsable d'une revue qui s'appelle Géoregard, qui existe sous ce nom depuis 2008, mais qui en fait succède à une revue qui a été lancée en 1886, donc avec une très longue histoire. Une revue à comité de lecture, publication annuelle, et puis une revue qui, elle aussi, est placée chez les éditions Alphil, Presse universitaire suisse. Et puis j'aimerais vous donner quelques éléments de réflexion ou d'expérience par rapport aux deux productions scientifiques phares que sont les livres et puis les articles. Donc pour le livre, en fait, j'ai obtenu il y a 2-3 mois en fait une subvention de la part du FNS pour un livre issu d'une recherche qui n'avait pas été menée dans le cadre d'un projet FNS, mais dans le cadre du projet Volte-Face, vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'était un programme mené ici à l'Université de Lausanne avec le soutien du canton de Vaud, le soutien de Roman d'énergie, qui portait sur les enjeux sociaux de la transition énergétique. Et dans ce cadre, on a fait une recherche sur la pratique utilitaire du vélo, où on a envoyé un questionnaire et plus de 14 000 pendulaires cyclistes dans toute la Suisse ont répondu à un long questionnaire. Donc on a une base de données en fait assez unique par son ampleur, et puis vraiment de quoi valoriser. Et puis a été prise la décision il y a un peu plus d'une année de transformer le rapport technique. Donc c'est là qu'on met tous les tableaux, les graphiques, les analyses qui nous passent un peu par la tête pendant la recherche. Ce rapport technique qui faisait 300-350 pages, qui est absolument indigeste, et d'en faire un livre qui a deux publics, à la fois bien sûr les collègues chercheurs sur les questions de mobilité, géographes, sociologues, etc., mais aussi voilà, la société civile. Voilà, il suffit de lire ou de regarder les actualités. Les questions de mobilité, de transport sont très importantes en Suisse. Donc il y a également un autre public qu'en tant que chercheur, on doit prendre en compte. Pourquoi ne pas faire un simple rapport PDF et puis le mettre sur Academia ou sur une page personnelle ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Certaines raisons ont déjà été évoquées aujourd'hui. Bien sûr, il y a le travail éditorial de la maison d'édition qui permet, par une lecture minutieuse, d'améliorer la qualité du produit final. Il y a quand même pour nous, chercheurs, bien sûr, question de visibilité, question de valorisation d'une publication, mais je trouve que ça nous donne aussi un certain nombre d'obligations. C'est-à-dire qu'avoir comme objectif un livre, eh bien, ça nous oblige aussi à être peut-être attentif à certains aspects, à avoir aussi une analyse qui a une cohérence d'ensemble. Enfin, c'est quand même un produit assez différent qu'une succession d'articles qui sont des focus sur un point très précis. Là, vraiment, il y a eu un effort qui a été demandé. Et je pense que de faire un livre, c'est aussi de se mettre pas une pression, mais donc d'atteindre une certaine qualité. Et puis, un autre intérêt en fait du livre, ça a été mentionné tout à l'heure par Monsieur Pahu, mais c'est vraiment voilà, vous avez parlé du service de presse, mais comment communiquer autour d'une recherche ? Si le point final de la recherche, c'est un PDF qu'on met dans le coin d'un site, c'est un petit peu compliqué quand même d'en parler, alors que si c'est un livre, voilà, il y a quand même un objet physique, il y aura aussi un PDF sur le site de l'éditeur, mais ça marque, il y a quand même cet événement qui est marquant et qui sera l'occasion d'organiser un événement sous la forme de conférences, débats, pour vraiment aussi faire ce lien avec les personnes de la pratique intéressées par nos résultats, ou même par les personnes qu'on a étudiées dans leur pratique, dans leur comportement.
Donc voilà un petit peu le pourquoi de ce livre. L'open access, pour moi, c'est un petit peu quelque chose qui est venu en plus et puis qui est bienvenu, qui permettra de toucher bien sûr d'autres publics, notamment peut-être des publics qui ne sont pas universitaires et qui se disent mais mon Dieu, cette recherche auprès de 14 000 personnes avec plein de graphiques, plein de statistiques, est-ce que c'est vraiment quelque chose de digeste? Est-ce que ça vaut la peine d'acheter le livre? Regardons d'abord le PDF. J'espère qu'ils seront rassurés par le résultat. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est venu plutôt à la fin, en discutant avec Alain Corta, avec les éditions Elfil, et puis cette possibilité de demander de l'argent au FNS, avec un processus qui s'est passé de manière relativement simple, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, la demande, l'évaluation par deux relecteurs, et puis le processus après d'évaluation du FNS, qui était effectivement dans les 2 mois qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc voilà une expérience finalement très, très positive par rapport à cette aide pour l'open access en tant que pour les livres. Et puis quelques mots quand même sur les revues et les articles. Je pense que c'est quand même, en tout cas en géographie, le produit principal, ça reste, enfin c'est devenu quand même les articles dans les revues. Je dois avouer que dans ma carrière de chercheur, l'open access n'a pas été un critère de choix de mes revues. Voilà, je fais mon mea culpa, mais moi, j'ai publié en fait selon les opportunités. Donc, ça veut dire des appels à communication dans des revues, ce que vous faites toutes et tous. Bien sûr, les orientations thématiques des revues, et puis leur réputation scientifique. Je me suis quand même investi. Je m'investis pour cette revue suisse. J'ai également publié dans plusieurs revues d'Open Edition. Donc, j'ai été très, très pragmatique dans mes choix de publication. Je comprends et je partage en partie les critiques qui sont adressées à des grands auteurs comme Elsevier et comme Springer qui ont été mentionnés tout à l'heure. Par contre, je trouve que les choses vont vite et qu'on oublie peut-être certains aspects. Bon, moi j'ai un poste stable, donc d'un côté, j'ai plus vraiment une pression pour publier dans les grandes revues de référence de mon domaine, mais en tant que directeur de thèse de doctorat, je dois quand même aussi penser à ce que deviennent les personnes que j'encadre et que je forme. Et puis, pour celles qui souhaiteraient en fait continuer dans la carrière académique, c'est un petit peu plus compliqué. L'open access, il y a une liste, par exemple, des revues de géographie en open access. Alors, il y a plus de 700 titres. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Sur ces 700 titres, je connais une quinzaine ou une vingtaine de titres. Alors, il y a beaucoup de titres malaisiens, d'Indonésie, d'Europe de l'Est, etc. Mais bon, c'est quand même un petit peu compliqué sans vouloir faire une hiérarchie. Enfin, on sait comment fonctionne le milieu académique. Il y a quelques bonnes revues nationales. Il y a Geographica Helvetica qui est la revue suisse, il y a Belgéo qui est la revue belge, il y a quelques excellentes revues françaises, Cybergéo, Espace Population Société, etc. etc. Mais de revues internationales, moi j'en ai identifié une qui est en écologie politique qui n'est pas mon domaine. Donc cette liste d'open access, pour moi, elle pose encore problème. Alors peut-être que voilà, on fait pression sur les grands éditeurs et ceci est appelé à évoluer. Mais pour les jeunes chercheurs, l'open access, c'est pas forcément, malgré les beaux principes, en fait, il y a quand même quelques difficultés. Je pense que si j'avais postulé à l'Université de Lausanne avec uniquement des publications dans cette liste de revues en open access, je n'aurais pas été nommé. En fait, je pense qu'il faut être aussi clair par rapport à cela. Après, dernière réflexion, en fait, c'est en tant qu'éditeur d'une revue, donc Géoregard, qui est une revue finalement régionale, qui a comité de lecture, relecture en double aveugle, etc., et qui a une situation un petit peu particulière, parce qu'on tire à 700 exemplaires. Il y a 300 exemplaires qui vont aux membres de la Société neuchâteloise de géographie. J'ai mentionné tout à l'heure cette histoire de plus de 125 ans qu'on a derrière nous. En fait, on vient d'une société savante qui a perduré. Il y a 200 échanges avec des bibliothèques, des revues du monde entier. Et puis, on vend, enfin, la Société neuchâteloise de géographie
les éditions Elfil vendent le solde de ces numéros. Donc on est à peu près à 33 ou 35 francs en fait le numéro, juste pour vous dire dans quelle marge on se situe. Et puis, on aimerait passer à l'open access pour des questions de visibilité et puis d'attractivité pour les auteurs. Le problème, c'est que ça a déjà été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui. L'open access, c'est gratuit pour les consommateurs, mais ça a quand même un coût. Et puis, étant donné la situation de la revue, les différents financements, en fait, on aurait besoin d'à peu près 2 à 3 000 francs. 2 à 3 000 francs, d'un côté, c'est pas grand-chose, parce que ce qui est demandé par une grande revue pour être directement en open access, souvent, on est autour des 3 000 euros, 3 000 dollars. Mais en fait, tout pendant qu'on n'a pas cet argent, on ne peut pas être en open access. Et ce qui fait qu'en fait, malgré les 33 francs d'un numéro, eh bien, en fait, on est considéré comme Elsevier ou comme Springer. On est un peu dans le même panier, c'est-à-dire on n'est pas en open access. Et c'est un petit peu difficile, en fait, aussi pour une revue comme celle-là de survivre, enfin, peut-être pas de survivre, mais en tout cas de trouver sa place, parce qu'on est un peu dans un entre-deux. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas les moyens d'Elsevier et de Springer et que tout ceci est fait de manière bénévole, bien sûr, sauf le travail de production, de mise en page, de relecture typographique. Mais voilà un peu quelques éléments de réflexion par rapport à mes expériences. Merci beaucoup. On conclut donc cette partie du colloque. On a entendu différentes expériences lors de la publication d'Open Access. Il y a des chercheurs qui ont eu des expériences plus simples, d'autres plus compliquées. On a entendu les bénéfices, les réticences, et je pense qu'il y a une marge d'amélioration. C'est vrai que pour les monographies, pour les longs ouvrages, c'est le début de l'Open Access. Donc il y a du travail à faire, mais c'est tout à fait possible de trouver un compromis. Donc, on ouvrira maintenant le temps des questions. Je pense qu'on a un petit moment pour poser des questions. S'il y a des chercheurs dans la salle qui sont en train de considérer à publier un open access, que vous aimeriez poser des questions à ceux qui ont déjà fait l'effort et qui ont réussi ou pas, vous pouvez vous poser les questions entre vous-même aussi. Mais bon, voyons d'abord s'il y a quelqu'un du public qui aimerait poser une question. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour vos témoignages. J'aurais une question. Je voulais savoir si cet instrument du Fonds national qui nous a été présenté a aussi servi dans certaines de vos expériences comme outil stratégique aussi pour convaincre un éditeur, je pense en particulier à l'étranger, où les subsides du FNS ont quand même une valeur assez importante si je compare à ce qui peut être proposé en France. Très très brièvement, je veux dire, le fait que quand j'ai contacté Springer et que j'ai dit, c'est une recherche financée par le Fonds national, dont j'aimerais publier les résultats, pour eux c'était clair que ça faisait partie de leur politique. Parce qu'ils se vantent d'ailleurs d'être à la pointe du soutien des auteurs pour collaborer avec le Fonds national et sa nouvelle politique. Qui vont accompagner le processus tout le long. Après, on verra si ça se fait effectivement comme ils le disent. Mais disons, ça, c'était vraiment un argument. À l'inverse, en ce qui me concerne, Routledge, le FNS, ça ne lui a pas fait beaucoup d'effet. Il faut dire ce qui est. Et ils ont un coût fixe pour un manuscrit en open access qui est de 13 000 pounds. Donc, je pouvais espérer qu'avec le Brexit, la pound diminue un peu et donc que les 15 000 francs de subside du FNS suffisent, mais on voit qu'on est très très limite par rapport aux exigences de Routledge. Merci. En fait, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé de discuter avec vous. C'est les grandes universités anglaises ont leur propre maison d'édition. Oxford University Press, Cambridge University Press. À quand les prêts de l'Université de Lausanne? Ça, c'est pas pour nous la question.
répondre. Est-ce que, peut-être, je vais changer la question, est-ce que vous publierez dans une presse universitaire lausannoise? Ouais. Ça dépend si Lausanne fait beaucoup de choses pour faire connaître ses presses. Mais moi, je pense que c'est vraiment une solution qu'on devrait examiner et je remercie beaucoup, monsieur, d'avoir posé la question parce que, à mon avis, on doit se poser la question, en effet. Notamment pour les jeunes chercheurs pour qui c'est très difficile de trouver de l'open access de qualité. Peut-être que d'avoir aussi la marque de leur université peut être une bonne manière de les faire connaître et de faire connaître l'université. Je rejoins aussi la position parce que, en tout cas, dans mon cas, il y a même, j'ai pu discuter de mon expérience avec des collègues aussi, en tout cas en sciences poétiques, et l'idée aussi quand même venue à l'esprit quand même de envisager pourquoi pas cette possibilité. Et en sachant aussi mon expérience dans la difficulté de trouver tous les financements qui m'étaient demandés par mon éditeur. Et là, pour revenir aussi à la première question, l'open access, en tout cas du Fonds national, le financement a quelque part aussi motivé davantage mon éditeur pour accélérer la publication, c'est sûr, parce que ça traînait en raison aussi de certains refus que j'avais obtenus, en raison d'un montant que je allais demander qui était jugé comme trop excessif, trop élevé. Donc c'est ça qui m'a aussi freiné. C'était aussi l'éditeur se justifier, je ne vais pas rentrer dans ça, mais en disant il publiait, il faisait tout son travail en Suisse, donc les coûts étaient beaucoup plus élevés. Et ça n'empêche que moi, j'étais bloqué parce que j'étais entre les deux. Le Fonds national, entre les bailleurs de fonds, on va dire, qui reprochaient l'éditeur et qui demandaient à moi de négocier avec l'éditeur de baisser le coût. Et heureusement, donc l'open access, ça a débloqué la situation. Donc, mais dans cette situation, j'avais pu discuter avec des collègues de la nécessité ou pas, de pouvoir avoir des presses universitaires de Lausanne. Since we have the SNF, I'll briefly say what we're discussing. We were talking about creating our own university press. Does the SNF consider, or would it consider in the future, financing such things to promote open access, to make an open access university press and fund open access that way? Yeah, sorry. There you go. So when it comes to, for example, an APC, we do not care if it's a new university press. As long as it fulfills our requirements, we will fund it. If you use the APC funding we provide for a new funded press, you can do this right now. Furthermore, we are looking into providing opportunities for different ways of publishing, of course. So the statement previously about putting researchers back in charge of publishing will be backed up by new ideas. That's as far as I can go right now, that might go into the direction of university presses as well. Donc, je suis chercheur très junior, moi, parce que je commence ma thèse cette année. Et je suis venu ici avec une idée très positive de l'open access. Je voulais en savoir un peu plus. Et là, maintenant, finalement, je me demande, mais, matériellement, pour le chercheur qui doit encore se faire sa carrière, quel est l'intérêt de l'open access? Parce que finalement, ça nous coûte plus à nous pour publier. On est moins visible. C'est des revues qui sont moins prestigieuses. Donc, en gros, on sabre notre CV, notre porte-monnaie, pour que éventuellement notre travail soit plus lu, mais finalement sur notre CV académique, ça semble pas vraiment avoir de poids. Donc je m'adresse peut-être à ceux qui auraient des arguments positifs par rapport à ça, s'il vous plaît. Peut-être si je peux répondre, comme j'étais particulièrement critique avec les revues en open access, j'aimerais quand même préciser, ça c'est le cas de la géographie humaine. C'est le cas de la géographie humaine. Exactement le même constat. Alors apparemment c'est le même constat dans le... Non mais il y a des risques en fait, c'est-à-dire que l'open access c'est quelque chose qui est a priori très bien.
Je ne dis pas qu'il faut abandonner cet objectif parce que voilà, nos résultats en tant que chercheurs doivent être disponibles au plus grand nombre. Ça, j'en suis convaincu. Mais il y a aussi des travers. Maintenant, il y a des revues en open access qui demandent pour 200-300 francs, on peut publier. Alors, c'est très bien. On a un retour dans les 3 semaines après avoir soumis un article. Moi, je ne sais pas dans vos domaines. Moi, avant 6 mois, je ne commence pas à m'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles. Et quel est le lien, quelle est la frontière entre ce type de revues et puis des revues qui sont finalement qui sont là aussi pour faire de l'argent, si ce n'est que c'est 200-300 $ par article, mais quand ils en publient 200-300 par mois, ben finalement ils commencent à avoir des choses intéressantes. Donc il y a vraiment de quoi discuter. Si vous êtes jeune chercheur, je dirais, mais regardez quelles sont les revues qui comptent dans votre domaine, et puis évitez peut-être quelques-uns des noms qu'on a mentionnés tout à l'heure, parce qu'il y a quand même des maisons d'édition plus recommandables que d'autres. Et faites un peu un mélange, mais moi, ça serait un petit peu de ce que je pourrais vous dire. La visibilité, elle est grande hein, dans l'open access. Enfin, je discutais tout à l'heure avec personne qui s'occupe de ces questions-là dans notre institut. J'ai lancé une série de rapports de recherche. En quelques mois, on a un rapport de recherche qui a été vu ou téléchargé, enfin en 2 mois, qui a été vu ou téléchargé près de 500 fois ou plus de 500 fois. Et là, il y a une visibilité qu'on n'aurait jamais eu autrement. Donc, il y a quand même des choses positives. Mais peut-être que Juste une remarque pour compléter. Bon, le cas des jeunes chercheurs en lettres est différent puisque ce qui doit être publié, c'est davantage la monographie, la thèse, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques publications aussi sous forme d'articles. La question que je me suis posée, parce que j'ai fait exactement le même constat que M. Herrera, il y a à peu près, je crois que j'avais calculé 400 revues qui concernent les sciences de l'Antiquité, qui est mon domaine. Sur ces 400, il y a 10 titres que je connais et dans lesquels j'ai lu quelquefois des articles de très bonne qualité. Mais si tous les mêmes chercheurs en sciences de l'Antiquité suisse font le même constat, on va tous tomber sur les 10 mêmes revues. Avec l'argent du FNS, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous demander à publier dans ces 10 mêmes revues qui vont dire oui, bien sûr, parce que la manne du FNS, ils vont l'utiliser. Et donc, il y aura une position de monopole pour ces 10 revues. Est-ce que c'est vraiment bien? C'est une interrogation à laquelle je n'ai pas su répondre. Je me pose cette question et ça reste pour moi une interrogation. Est-ce qu'on n'est pas en train de fausser le marché de la recherche? Si j'ose parler de marché de la recherche. J'oserais dire que le monopole, ou au moins l'oligopole existe déjà, mais sous la forme de revues fermées, hein, accès fermé. Oui. Disons, ça existe déjà. Mais on est en train peut-être de recréer le même système. Oui, c'est tout à fait. Le système des APC a ses problèmes, tout à fait. Et moi, je tiens à préciser quand même que le Gold Open Access n'est pas le seul type d'Open Access. Oui. Donc, on peut tout à fait publier dans des revues qui sont de pointe dans vos domaines et puis déposer une copie de votre manuscrit dans un serveur institutionnel. Ça, c'est aussi de l'Open Access et c'est accepté par le Fonds national aussi. Si vous avez plus de questions, vous venez me voir. Oui. J'aimerais juste insister sur un point déjà soulevé par Alain Cortas. Pour tous les gens qui travaillent sur les images, je suis historien de la photographie, c'est un point vraiment vital pour nos domaines. Je suis aussi directeur d'une revue d'histoire de la photographie. Il est impossible, même avec toutes les subventions du monde, de publier aujourd'hui des images en haute définition en open access. Et donc il y a ce paradoxe d'une sorte de risque d'invisibilité de toutes les branches qui travaillent autour des images. Et je pense qu'il est très très important de penser ces 2 basculements numériques ensemble, l'open access et l'accès aux images, et à un niveau européen. Oui, et ça, je peux rajouter juste une chose. Nous, on a des dessins d'enfants, on n'a pas les droits dessus. Parce que le droit européen, ce n'est pas le droit suisse, de toute façon. Donc, pour le droit suisse, c'est les enfants qui sont les auteurs. Donc, on a le droit, nous, de les montrer, mais on ne peut pas les mettre en CC avec n'importe quel... donc, ça, on devra encore clarifier le CC pour le texte, le CC pour les images. Bon. Et ça, c'est compliqué.
Oui. Moi, j'ai une question, en fait, plutôt à M. Bornet, Mme Crespo. C'est-à-dire que j'ai constaté, tout à l'heure, Pierre Hubron a parlé du contrat avec Springer et de la complexité du temps qu'il a pris pour lire ses contrats. Le contrat chez Routledge Open Access fait 40 pages en anglais technique. Je ne suis pas une spécialiste d'anglais, j'ai fait du grec. Malheureusement, c'est moins utile pour les contrats. Et je pense qu'on devrait avoir une aide à l'université, un service juridique dévolu à la lecture des contrats. Pour les questions de droit d'image, par exemple, en archéologie et en sciences de l'Antiquité, on utilise aussi beaucoup. C'est chaque fois un problème. On se demande si on a bien compris, si on a su lire les petites clauses qui sont à la 4e note de bas de page et qui pourraient peut-être un jour nous poser un problème. Donc moi, il me semble que là, en tant que chercheur, dans ce nouveau domaine qui s'ouvre, on a besoin d'une aide juridique de professionnels. Michaela, J'ai soulevé ces points au vice-recteur, donc il est au courant. On est en train d'évaluer quelles sont les possibilités. Actuellement, dans le service juridique, on n'a personne qui soit vraiment spécialiste. Moi-même, j'ai lu le contrat de M. Brun. Moi, j'ai dit, bon, il me semble bien, mais ce n'est pas vraiment un avis légal, juridique. Mais on est en train d'évaluer quelles sont les possibilités. S'il y avoir quelqu'un ici ou si outsourcer, si vous voulez, il y a un centre digital, Competence Center in Digital Law, c'est une plateforme qui est faite par plusieurs universités suisses qui propose aussi du support, soutien et répondre aux questions simples. Après, si c'est des questions compliquées de 40 pages, je pense que là, ils vont nous facturer, mais à voir si nous, on pourrait prendre en charge ce type de service. Mais j'espère que ça viendra bientôt. Dernière question peut-être, et oui. Après nous allons conclure. Voilà, assez bref si c'est possible. Peut-être dans la même ligne, moi je pense que le devil is in the detail here. Et donc je pense que peut-être en lieu d'aller à essayer de comprendre tous les bordels de règlements des côtés des publishers, des côtés des SNF, des côtés de je ne sais pas qui, le mieux sera s'il y a simplement une politique dans l'Université de Lausanne, par exemple, ou même dans les SNF, d'émettre des publications open access et de dire c'est nous, l'institution, soit les SNF, soit l'université, qui nous, on l'a mis sur une page web. On s'en fiche qu'il a une breach de copyright, quelque chose comme ça. Ça doit être le publisher qui nous soit embêté. Mais ça ne doit être pas les chercheurs qui sont embêtés à essayer de comprendre tous ces règlements-là avec une centaine d'emails qu'il doit envoyer chaque fois qu'il y a 3-4 articles, book chapter, je ne sais pas quoi, à publier. Donc, ça semble peut-être très radical, mais je pense que ça, c'est une chose simple à faire. Après, bien sûr, il faut vivre avec les conséquences et ça implique peut-être risquer des conflits juridiques avec Elsevier, avec toutes les revues. Mais de toute façon, ce n'est pas juste qu'à la fin, c'est le chercheur qui risque d'avoir ces conflits, ou c'est le chercheur qui doit dire à ses doctorants, à ses postdocs, écoutez, moi, je veux que tu publies dans ces revues, je te recommande parce que ça c'est bon pour ta carrière, mais écoute, si tu fais ça, peut-être à la fin tu auras un problème juridique. Donc. Le problème, c'est qu'à l'Université de Lausanne, les chercheurs sont les détenteurs du droit d'auteur. Nous, on n'a aucun droit sur vos publications. Et dans ce cas-là, on regarde à des procédés judiciaires des millions de francs suisses. Oui. Tandis que si c'est juste Elsevier qui voit qu'il y a un chercheur qui a mis une copie sur Serval qu'il n'avait pas le droit de faire, il va être beaucoup plus bienveillant en lui disant écoutez, vous n'avez pas le droit de partager ça, s'il vous plaît, enlevez-le. C'est ce qu'on a vu avec ResearchGate. Hein. Il y a Elsevier, tout le monde qui est allé dessus, parce que c'est justement une institution. C'est beaucoup plus facile d'attaquer.
Après, il y a toujours l'option de modifier la loi de l'université et de dire que nous, on va déposer une copie sur Serval, et là, on aura une énorme partie des chercheurs qui vont dire que c'est une enfreinte au droit d'auteur des auteurs. Donc, il n'y a jamais, il n'y a pas une solution parfaite. Très bien, je pense qu'on n'a pas résoudre tous les problèmes de l'open access pour les sciences humaines et sociales aujourd'hui. En revanche, je pense quand même que cette mise en relation des différents acteurs de la publication a été utile. Et de mon côté, je suis aussi assez positivement, disons, satisfait par le fait que on voit qu'il y a vraiment une conscience en fait des enjeux assez spécifiques quand même à la publication open access pour les sciences humaines et sociales, la question des images, la question de la transition numérique papier, et que tous les acteurs bien sûr sont très conscients de ces enjeux-là. Peut-être que ça c'est un peu différent de la situation il y a 2-3 ans. On avait en tout cas de mon côté l'impression que c'était quelque chose qui nous était un peu imposé de l'extérieur, des sciences exactes, et qui arrivait un petit peu en bloc sur les sciences humaines. Donc j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une conscience de ces enjeux-là, et puis on peut espérer bien sûr que le futur permette de régler les choses d'une manière relativement satisfaisante, en tout cas d'aller dans la bonne direction. Il me reste à remercier bien sûr tous les intervenants d'aujourd'hui, donc les éditeurs, monsieur Tobias du Fonds national, et puis nos chercheurs. Donc merci à tout le monde, et bien sûr merci aux participants d'être restés jusqu'à la fin. C'était courageux, il y a eu peu de pauses aujourd'hui, donc merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Et puis bien sûr l'ensemble de la matinée sera disponible sur Internet, je pense, avec les slides aussi de monsieur Tobias, bientôt sûrement. Ça dépend de ceux qui ont fait la captation, mais je pense que bientôt, ça sera disponible sur le site Open Access de l'UNIL. Voilà, donc merci encore à tout le monde, et puis à une prochaine occasion. Prochaine fois, bon appétit. C'était bien trop fort.